Restez pas plantés là, c'est le podcast qui met en lumière l'ensemble des connaissances scientifiques qui ont été engrangées depuis l'histoire de l'humanité par celles et ceux qui observent et étudient le verre qui nous entoure. Réapprendre à connaître les plantes par le prisme des sciences. Voilà l'idée de cette émission pour vous faire voyager des sciences expérimentales aux sciences humaines et sociales en passant par les sciences naturelles. Moi, c'est Delphine, je suis docteur en biologie végétale et je m'intéresse aux interactions entre les plantes et leur environnement. Et moi, c'est Lucia. Je suis doctorante et je travaille sur la perception de la sensibilité des plantes. On en est venu à se questionner sur les relations plantes-humains. Ce que cela implique sur notre connaissance du monde végétal, mais aussi et surtout tout ce qu'il reste à découvrir de ces dernières. À quoi fait-on référence lorsqu'on parle de comportement végétal ou d'intelligence des plantes ? Quel rôle a joué la philosophie dans les connaissances sur les plantes ? Bonjour Delphine. Bonjour Lucia. Et bonjour Monsieur Quentin Yarnaud. Bonjour. Alors, Monsieur Yarnaud, vous êtes actuellement chercheur qualifié permanent au Fonds national de la recherche scientifique à l'Université libre de Bruxelles et également collaborateur scientifique au Jardin botanique de Metz. Vos recherches portent principalement sur l'histoire et l'épistémologie des sciences végétales et se concentrent sur la problématique des comportements des plantes, ses enjeux historiques, philosophiques et éthiques. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous avons eu l'occasion d'assister à plusieurs de vos interventions à des colloques internationaux ou séminaires sur les questions autour de l'intelligence des plantes. C'est un sujet vaste, à la mode, mais qui a le mérite d'ouvrir des champs de réflexion très stimulants. Delphine et moi-même avions très envie d'aborder avec vous les plantes par le prisme de la philosophie. Oui, merci beaucoup. Et pour commencer, on a une petite question rituelle dans ce podcast qui est: quelle est votre histoire personnelle finalement avec le monde des plantes ? Bon, d'abord, merci de m'avoir invité à discuter de ce sujet. Alors, mes rapports personnels avec les plantes, ils sont anciens, ils remontent à mon enfance, puisque j'ai appris à jardiner très tôt et que j'ai toujours apprécié le contact avec l'environnement végétal, la nature, et puis m'occuper des plantes. Donc ça, c'est peut-être un des éléments. Et puis, j'ai un goût pour la pensée naturaliste, des classifications et la biologie. Donc, voilà, je me suis assez naturellement intéressé au monde végétal. Et est-ce que c'est venu le long de vos études ? Ça s'est renforcé le long de vos études ? À partir de ma thèse, surtout, j'ai décidé donc j'avais déjà travaillé dans le cadre de mon mémoire en philosophie de la biologie. Et dans le cadre de ma thèse, j'ai eu envie de travailler plus spécifiquement la biologie végétale et la botanique. Et donc, j'ai fait une thèse sur la question de l'individualité du végétal dans la tradition philosophique et puis dans l'histoire des sciences et les débats les plus contemporains qui gravitent autour de cette question. Donc, c'est à partir de là où vraiment j'ai renforcé mon intérêt pour la biologie, les sciences végétales. Et en licence et en master, c'est apporté sur quoi ? Alors, en Belgique, on n'a pas de licence, c'est le système Bologne, donc on a le système bachelier et master. Mais donc, en bachelier, les 3 premières années, j'ai fait une partie de mon cursus en option philosophie des sciences, où je suivais des cours en faculté des sciences dans le cadre de mes options. Et donc là, j'ai pris notamment des cours de biologie qui m'ont permis d'approfondir un peu mes connaissances de façon complémentaire avec ma formation en philo. Et puis en master, j'ai fait un master interuniversitaire en philosophie des sciences où je suis des cours à l'université de Liège, en plus de l'université libre de Bruxelles, où j'étais inscrit comme étudiant. D'accord. Et donc là, pareil, j'avais déjà un intérêt pour la philosophie des sciences en général et plus particulièrement pour la philosophie des sciences du vivant. D'accord. Donc, en fait, votre formation, vous avez vraiment essayé d'avoir une vue d'ensemble de plusieurs disciplines pour bien comprendre votre objet d'étude, en fait. Oui, c'est ça. Enfin, j'ai toujours eu un goût pour l'approche interdisciplinaire. Et je pense que c'est essentiel quand on fait de la philosophie des sciences. Alors, pour commencer dans le dur, nous pouvons aborder la question du comportement végétal.
Alors, en tant que biologiste, moi, le comportement végétal, ça va comprendre les réponses des plantes à des stimuli qui peuvent être mis en évidence par une croissance dirigée, la production de molécules volatiles, une modification des mouvements périodiques, etc. Mais alors, en tant que philosophe, comment peut-on aborder le concept de comportement végétal? En fait, ma réponse est peut-être un peu décevante de votre point de vue, puisqu'en tant que philosophe des sciences, moi, je vais aller voir ce que justement les scientifiques disent du comportement. Et alors, dans un second temps, bon, le rôle du philosophe va plutôt être de faire une analyse peut-être comparative des différents concepts de comportement qui existent dans la littérature ou dans les disciplines, puisqu'on imagine qu'en éthologie animale, ça va pas forcément être la même chose qu'en psychologie humaine, ou bien que si on étudie des bactéries, par exemple. Donc là, est-ce qu'on a les mêmes définitions? Est-ce qu'on applique de la même manière le concept de comportement? Et puis, est-ce que en fait l'utilisation des termes est rigoureuse? Est-ce qu'on peut pas raffiner un peu ces concepts? Et comment on peut les appliquer ou non au monde végétal et lesquels? Et c'est plus là où on peut faire un peu de l'analyse à partir des textes et des articles scientifiques et voir qu'est-ce qui est en jeu. D'accord, donc l'idée, en fait, c'est plus de réfléchir sur la pertinence des vocabulaires et qu'est-ce qu'il y a en commun, qu'est-ce qui est différent, c'est ça? Il y a une partie évidemment de la philosophie qui s'intéresse à la réflexion sur les concepts et donc sur l'analyse des définitions, les critères, etc. Mais il n'y a pas que ça évidemment. Il y a aussi, on va peut-être y revenir plus tard dans la discussion, mais quel est le pouvoir performatif de certains termes? C'est-à-dire à quoi ils nous ouvrent en termes de champ d'action quand on les utilise? Parce qu'ils ont des connotations. C'est sûr que si je vous parle de comportement, dans la mesure où on parle aussi de comportement pour parler de l'humain et de l'animal, ça a des connotations et ça ouvre à des réflexions en termes de possibles qui sont pas les mêmes que si je vous parle de réaction à des stimuli. On est dans un autre registre, en fait, sémantique de pensée. Ça fait appel à d'autres traditions philosophiques, etc. Donc, il y a aussi ces aspects-là qui sont absolument non négligeables et qu'il faut pouvoir prendre en compte. Et alors, il y a aussi la réception que ça a en dehors du laboratoire, en dehors des sciences, qui est pas forcément prise en compte par les scientifiques eux-mêmes. À la limite, ils vont s'intéresser aux controverses de façon interne qu'ils peuvent avoir directement avec des collègues qui travaillent sur le même sujet qu'eux. Mais par contre, la portée de leur recherche au-delà du laboratoire, en général, elle est pas forcément étudiée directement par les scientifiques parce que c'est tout simplement pas leur travail et qu'ils n'ont pas nécessairement le temps. Alors évidemment, il y a une partie qui est liée à la vulgarisation, etc. Mais là aussi, ça peut donner, en fait, dans la manière dont on vulgarise, des controverses en elles-mêmes. Donc de nouveau, je pense qu'on pourrait y revenir si voilà. D'accord, mais du coup, est-ce qu'il ce terme de comportement végétal dans l'histoire des sciences ou même dans l'histoire de la philosophie qui s'intéresse aux sciences, est-ce qu'il y a déjà eu l'utilisation de ce terme-là? Alors le terme de comportement, il est assez récent dans l'histoire des sciences. Si on prend en compte l'éthologie, la psychologie, etc., c'est au mieux la deuxième moitié du 19e siècle, plutôt le 20e siècle, où ces termes sont abondamment utilisés, mais ça ne veut pas dire qu'on n'étudiait pas des phénomènes qu'aujourd'hui on regroupe sous le terme de comportement. Donc, pendant la majeure partie de la tradition philosophique, au moins depuis Aristote, il y a plus de 2000 ans, on s'intéresse à la question de l'âme des plantes. Et donc, c'est effectivement la façon dont elles réagissent, à quoi elles sont sensibles, etc. Et puis, comment leur corps est animé, par quelle force, etc. Et donc ça, c'est des questions qui sont très anciennes, qui traversent tout le Moyen-Âge et l'époque moderne, et puis qui vont en fait s'articuler différemment au fur et à mesure des découvertes scientifiques. Mais jusqu'au 19e siècle inclus, on parle encore de la question de l'âme des plantes, même encore au début du 20e siècle. Chez des auteurs comme Raoul Français ou Léo Herrera, qui sont des biologistes du début du XXe siècle, il y a encore question de l'âme des plantes.
Alors pas forcément de la façon où on entendrait l'âme au sens humain, chrétien, etc., mais quand même dans cette tradition de pensée plus générale. Comme une énergie vitale ou Oui, voilà, quelque chose de ce style-là, quoi. il y a aussi, ouais, c'est ça, tout le débat du vitalisme, etc., s'interroge sur effectivement la source ou l'autonomie de la vie telle qu'on peut la trouver, y compris chez les plantes. Et justement, comment l'utilisation d'un vocabulaire qui est souvent réservé aux animaux pour parler des comportements des plantes peut changer notre perception? Bah, précisément, comme je le disais juste avant, parce que ça n'a pas les mêmes connotations et ça va permettre d'ouvrir à un champ de réflexion auquel on n'aurait pas forcément pensé ou auquel on n'est tout simplement pas confronté. Et on Donc, voit cette différence à partir du moment où on commence à utiliser ce vocabulaire-là. bah oui, bien sûr. En fait, après c'est toujours difficile de savoir si c'est l'œuf ou la poule qui est le premier. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'on utilise ces mots-là qu'on va être enclin à créer des dispositifs expérimentaux auxquels on n'avait pas pensé, ou est-ce qu'on crée des dispositifs expérimentaux auxquels on n'avait pas pensé et du coup on va utiliser un vocabulaire qui est différent pour décrire ce qu'on fait. Bah, évidemment, c'est toujours un peu des deux. Et puis il peut y avoir un effet de transmission, pour pas dire de contagion, d'un groupe de recherche à un autre. Et donc si on prend par exemple des expériences qui ont été faites sur l'apprentissage par habituation, voire par association, mais là c'est plus discuté pour le moment. C'est sûr que si on n'utilise pas ces termes-là, mais qu'on se contente de regarder simplement les données moléculaires au niveau physiologique, on va probablement pas créer un dispositif expérimental qui permet de mettre en évidence ces formes-là d'apprentissage. Par contre, si on réfléchit sur le modèle de ce qu'on fait en éthologie classique, pour l'habituation par exemple, c'est-à-dire on va apprendre à un animal à réagir différemment dans une situation à laquelle il aura déjà précédemment été confronté, soit en renforçant sa réaction, soit en l'inhibant. Donc typiquement en lui donnant de la nourriture quand il fait quelque chose ou en lui envoyant une décharge électrique quand il fait quelque chose, il apprend à le faire ou à pas le faire. Ça, c'est quelque chose qui est bien connu dans l'éthologie animale classique, mais qu'on n'étudiait pas en tant que tel jusqu'à récemment dans la physiologie végétale, précisément parce que on se posait pas la question de savoir s'il y avait un apprentissage par habituation chez les plantes ou en allant encore plus loin, si on pouvait leur apprendre quelque chose. C'est-à-dire qu'on pouvait constater effectivement qu'il y a des mécanismes moléculaires qui sont différents d'un moment à l'autre de la vie de la plante en fonction des stress auxquels elle a été confrontée, etc. Mais le fait de décrire ces phénomènes-là en termes d'apprentissage par habituation, accoutumance, etc., c'est quand même différent de si on se contente de tracer simplement les taux de concentration de telle ou telle molécule, par exemple. Et donc, évidemment, ça fait appel à tout un imaginaire aussi différent de se dire, si les plantes apprennent finalement de la même manière que les animaux, est-ce qu'elles n'auraient pas aussi une vie intérieure, une conscience, des choses comme ça? Mais là, on va beaucoup plus loin, mais le simple fait d'utiliser les termes de mémoire et d'apprentissage plutôt que, par exemple, de stockage d'informations, ça n'a pas du tout les mêmes connotations. Donc, ça permet de créer, effectivement, comme je disais, des dispositifs expérimentaux nouveaux. Oui, donc ça, effectivement, ça demande de l'imagination. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que dans l'histoire des sciences, justement, au départ, il y a eu beaucoup d'observations des plantes, au même titre que l'observation des animaux, et donc des expériences qui peuvent ressembler à des expériences de comportement ou d'études du comportement, d'études du choix par les plantes, et que effectivement, quand il y a eu la découverte de la biologie moléculaire, la physiologie, ça a un petit peu effacé tout ça. Vous me dites si je me trompe. Et puis maintenant, on revient finalement à des choses qui ont été faites avant. Oui, enfin oui et non. En fait, vous avez raison sur le fait que, par exemple, au 19e siècle, on connaît déjà l'essentiel on va dire des manifestations de comportements végétaux importants du type de la mémoire, de l'apprentissage,
des différents mouvements, des tropismes. En fait, tout ça, on commence déjà à l'étudier au début enfin, et à bien le comprendre au début du laboratoire, donc au 19e. On connaît pas encore, par contre, forcément les mécanismes, que ce soit moléculaire, cellulaire, électrophysiologique, etc. Mais par contre, on sait bien comment ça marche au niveau de l'observation. Et donc, il peut y avoir des descriptions déjà à ce moment-là qui font appel à un vocabulaire un peu similaire à celui du monde animal. Après, comme vous le soulignez très bien, on va se concentrer principalement sur le micro, étudier avec d'abord la découverte de la théorie cellulaire, puis encore plus avec les progrès de la microscopie, et puis des données moléculaires, etc., l'ADN, la génétique. En fait, toujours le végétal plutôt à un niveau infra-organique. Parce que finalement, ce qui est intéressant pour les scientifiques de l'époque qui étudient la physiologie végétale, c'est quand même en arrière-plan l'agriculture. Donc c'est pas forcément une connaissance théorique du monde végétal qui serait purement désintéressée, on va dire, ou pour simplement la science en elle-même. Il y a évidemment ces aspects-là aussi, mais il y a surtout des enjeux en termes de meilleure compréhension de la physiologie végétale pour meilleure assimilation de l'engrais ou pour une meilleure résistance à tel ou tel phénomène ou pour améliorer la production du rendement. Et puis surtout au niveau de la génétique pour créer enfin, mieux comprendre comment on peut croiser des variétés, les rendre plus résistantes, etc. Et donc c'est surtout tout ça qui est pensé et finalement pas le comportement de l'organisme dans son ensemble en tant que organisme qui se comporterait dans son milieu naturel ou en présence d'autres congénères, quoi. Ça, c'est tout l'objet de la neurobiologie végétale. C'est d'ailleurs ce qui définissent dans la définition de ce qu'est le domaine. Ça regroupe exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que des disciplines comme la neurobiologie végétale, après on peut discuter du terme parce qu'il est en soi controversé, mais bien bref, sûr. Admettons, ce qu'ils essayent de faire au niveau méthodologique, c'est d'avoir une perspective qui soit plus holistique. D'où la métaphore avec le cerveau, les neurones, enfin voilà, qui est en soi contestable, mais ce qui est visé derrière, c'est de dire on va avoir une perspective sur la plante qui est plus intégrée, qui est plus centralisée. C'est-à-dire que contrairement à ce que pendant très longtemps on a pensé et qui a du coup conditionné la manière dont on expérimentait sur le végétal, on va pas avoir une approche par saucissonnage purement analytique, consisterait à dire qu'on peut étudier les différentes parties d'une plante de façon individuelle parce que leur réaction serait elle-même très autonome en soi. Mais on va se dire que, en fait, comme un animal, même si elle n'a pas de cerveau, en fait, ce qui se passe dans la racine peut avoir une influence sur ce qui se passe dans les fleurs ou dans la cime à l'autre bout et inversement parce qu'il y aurait quand même une transmission d'informations dans l'ensemble du végétal qui serait beaucoup plus générale. Et donc, il n'y aurait pas forcément une autonomie stricte de chaque partie. Même si la plante a des parties qui sont plus autonomes que l'animal, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas du tout centralisée. Et donc ça, c'est effectivement une perspective plus générale qui était un peu tombée en désuétude depuis la botanique du 19e siècle, qui pour le coup, elle avait une perspective plus globale de la plante, puisqu'elle n'allait pas forcément, elle avait pas forcément la maîtrise pour aller voir quels étaient les mécanismes de différentes parties et saucissonner, on va dire. Mais par contre, pour reprendre la question initiale qui a été posée, c'est pas forcément vrai qu'on avait dans l'ensemble de l'histoire des sciences une vision des comportements végétaux par analogie avec ce qui se passait avec les animaux et qu'on l'aurait un peu oublié. C'est surtout vrai, comme je disais, quand on va avoir des techniques de laboratoire au 19e, qu'on va étudier, on va pouvoir tracer aussi avec la photographie les mouvements de façon plus réaliste, etc. Et suivi à des échelles de temps qui sont différentes, parce qu'avant ça, on est quand même très fortement limité par le cadre de pensée qui veut qu'une plante est radicalement différente d'un animal. Et donc, on n'a pas de raison d'aller chercher ni d'observer, en plus, à des échelles de perception de temps qui sont très différentes des nôtres, donc avec la difficulté que c'est quasi imperceptible, des choses qu'on observerait spontanément chez les animaux qui bougent rapidement, voilà, et au niveau aussi même de l'anatomie. C'est-à-dire que quand on dissèque un animal, au niveau de l'anatomie,
et ça, c'est connu, voilà, déjà à la Renaissance, hein. On peut établir des corrélations entre les organes et les fonctions assez facilement, quoi. Donc, si on enlève un rein ou un poumon, on voit bien quelle est la conséquence pour la fonction de l'animal. Par contre, quand on dissèque une plante, il n'y a pas d'organes très spécialisés. En fait, il y a juste des tiges, des racines, des feuilles. Et il y a des tissus, évidemment, mais il n'y a pas de spécialisation des organes. Donc, il n'y a pas non plus la possibilité de retracer facilement des fonctions, des comportements qui seraient liés à cette fonction. Donc, en gros, pour le dire très simplement, si je coupe les quatre pattes d'un chat, c'est pas difficile de voir que la conséquence en termes de comportement, c'est qu'il perd la locomotion. Par contre, avec une plante, c'est beaucoup plus difficile de voir quelles sont les conséquences comportementales de ce qu'on peut lui faire subir, parce qu'elle est beaucoup, comme on le disait tout à l'heure, ces parties sont beaucoup plus autonomes et moins spécialisées. Ce qui est une force, en fait, parce que du coup, elle a une capacité de régénération, elle a, enfin, justement, elle fait plus face aux désagréments de la nature, etc., des intempéries, parce que justement, elle a cette capacité de régénération que n'ont pas forcément les animaux. Oui, parce que justement, elles sont immobiles, donc elles ont pas le choix, en fait, pour être. Oui. Comme elles sont fixes, forcément, elles doivent s'adapter directement à travers leur corps, là où l'animal peut s'adapter à travers le mouvement et l'utilisation plus directe de son environnement. Oui, c'est ça. Fixe, c'est le bon mot. J'ai dit immobile, mais c'est vrai que fixe, tout à fait. C'est une différence importante parce que on dit souvent qu'elles sont immobiles et dans la tradition, on retient aussi souvent le terme. Mais en réalité, elles sont pas immobiles. Elles ont juste pas la locomotion. Donc, elles sont fixes, en fait. Et encore, c'est même pas vrai de tout le monde végétal parce que il y a des algues unicellulaires qui sont mobiles. Et à l'inverse, il y a des animaux comme les coraux qui sont fixes. Donc, en fait, la question de la mobilité, de la locomotion sont pas pertinentes pour définir ce que c'est le monde végétal. Même si, évidemment, pour la plupart des plantes, c'est quand même un critère qui est assez déterminant pour comprendre de quoi elles sont capables en termes de comportement. Mais il y a une grande diversité du monde végétal. Oui, parce que c'est vrai que du coup, on a tendance à dire qu'elles sont immobiles, mais en fait, elles sont immobiles, ça dépend de l'échelle aussi, l'échelle du temps qu'on regarde. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que pendant la majeure partie de l'histoire, c'est pas évident d'interpréter ce que feraient les plantes en termes de comportement. Parce que d'une part, le comportement, c'est quand même une notion animale qui est associée au mouvement et aussi un mouvement qui serait directement perceptible par nous. Donc l'animal, il fuit, il utilise de la nourriture, des objets de son environnement, etc. Il déplace des choses. Pour le végétal, en fait, c'est beaucoup plus difficile à percevoir. Et en plus, comme je disais, on n'a pas de raison de penser que le végétal fait ça, puisque la tradition nous dit qu'il est immobile, passif, etc. Alors, malgré ça, actuellement, l'intérêt pour la nature, par extension les plantes, grandit auprès du grand public. On le voit quand même un petit peu. Et en particulier, la question de l'intelligence des plantes, qui fait le buzz parfois. Et par contre, dans le monde académique, c'est un sujet qui est plutôt controversé et qui amène de nombreux chercheurs dans l'inconfort. Alors, que pensez-vous que cela puisse éveiller comme concept, comme croyance, le fait d'adhérer ou non à l'intelligence des plantes? En fait, on retombe déjà sur la question que vous posiez précédemment et la façon dont je répondais, c'est-à-dire à quoi certains concepts peuvent nous ouvrir en termes de mode de pensée. Et là, on voit que l'intelligence, c'est quelque chose qui est un terme qui est extrêmement chargé. Et donc, forcément, ça peut ouvrir effectivement à de nouveaux types d'expériences, mais ça peut aussi nous faire tomber dans l'anthropomorphisme. Et là, le risque, c'est de prendre nos fantasmes pour la réalité. J'ai une question au sujet de l'anthropomorphisme, parce que souvent, quand on parle des animaux, il y a une question qui va être au début et on peut y répondre par c'est de l'anthropomorphisme et on s'arrête tout de suite. En général, c'est l'argument un peu qui met fin à tout. On considère plus trop la question de ce que j'ai pu vivre par rapport aux animaux. Et je me dis,
En fait, est-ce que tout n'est pas un peu de l'anthropomorphisme? Parce pour percevoir quelque chose, on le compare forcément à ce qu'on a vécu nous. Donc, Oui. finalement, on fait tout le temps de l'anthropomorphisme avec. Oui, en fait, l'anthropomorphisme est problématique à partir du moment où euh, ce serait une méthode par défaut pour avoir une grille de lecture par défaut pour aborder le monde et qui présuppose en fait ce que vous voulez découvrir. Mais l'anthropomorphisme est inévitable dans la mesure où quand on parle du monde, enfin dans une certaine mesure, quand on parle du monde animal et encore plus végétal, on est obligé de réfléchir par analogie quand on traite du comportement. Et encore plus quand on parle éventuellement de l'expérience vécue qui serait corrélative à ce comportement. La subjectivité, par exemple, animale. Donc, quand on parle de ce que fait un animal qui semble souffrir ou avoir faim, ben, inévitablement, si vous voulez, vous faites preuve d'anthropomorphisme, mais c'est pas forcément une mauvaise chose parce que vous avez de bonnes raisons de croire que à partir du moment où il a des structures organiques qui sont similaires aux nôtres et qui réagit d'une manière qui est similaire aux nôtres, ben alors il a probablement une expérience qui pourrait être similaire à la nôtre. Mais là, en fait, il y a un saut qualitatif qui reste toujours de l'ordre de l'hypothèse. C'est-à-dire que vous n'avez pas accès jamais à l'expérience du singe ou du chat ou de l'animal, quel qu'il soit. Et en réalité, c'est même vrai pour les autres êtres humains. Mais il se fait que la philosophie dans laquelle on vit a tranché ce problème depuis des des centaines d'années, en considérant que le solipsisme, c'est-à-dire le fait qu'on peut s'en tenir que uniquement à ses propres expériences pour avoir une connaissance du monde, est une position philosophique qui est non souhaitable, qui est une position métaphysique qui est tenable, mais qui est trop problématique parce qu'elle permet pas l'acquisition de connaissances ni la confiance dans les autres êtres humains de la communauté, et qu'en fait, elle présente toutes sortes de limitations qui sont difficiles à surmonter. Et donc, en fait, les philosophes considèrent que le solipsisme, qui voilà, consisterait à dire que vous pouvez vous fier qu'à votre propre expérience sans faire d'hypothèse sur les expériences des autres ou la perception des autres, etc., n'est pas tenable. Donc, en fait, personne, a priori, n'est solipsiste en ce qui concerne la communauté humaine, sauf à penser qu'on est dans l'univers Matrix et que tout ce que vous pensez, voilà, est le résultat de ce que vous produisez vous-même. En fait, vous n'êtes pas solipsiste. Par contre, certains éthologues qui sont un peu réductionnistes, ils vont avoir cette tendance à penser que uniquement ce que les humains pensent est accessible et que le saut qualitatif qu'on fait par rapport aux hypothèses des expériences animales est déjà quelque chose qui sort en fait de leur démarche scientifique. Et c'est pas tout à fait faux. C'est une hypothèse épistémologique et philosophique. Donc. Mais pour autant, est-ce qu'elle doit être exclue de la démarche du scientifique? Bah, pas forcément. Et pour le monde végétal, c'est encore plus vrai, parce que là, l'analogie, elle doit aller encore plus loin, puisque les réactions des plantes sont encore moins évidentes. Donc, par exemple, on a mis en évidence au niveau moléculaire des nocirécepteurs chez les végétaux, c'est-à-dire des récepteurs qui captent des molécules associées au stress en cas de blessure de certaines plantes. Et donc là, il y a des neurobiologistes, par exemple, qui sont très friands de la réflexion par analogie, qui vont dire, ben, en fait, c'est la preuve que la plante ressent de la douleur, parce que il y a réaction à des molécules qui sont similaires à celles que chez un animal en production, que celles qu'on observe chez un animal qui ressent de la douleur, pardon, ou nous-mêmes. Mais en fait, quelque part, on peut jamais faire le saut entre la présence d'une structure et l'expérience vécue en termes de comportement, de ce que ça représente. Et c'est pour ça que les éthologues étudient le comportement à travers ces manifestations observables. Les behavioristes vont pas faire, par exemple, d'hypothèses sur la vie intérieure. Ils vont dire on n'a pas besoin de faire d'hypothèse d'une vie intérieure de l'animal. On devrait, selon leur perspective, étudier uniquement et interpréter uniquement ce qu'on observe en termes de mécanismes de réaction observables. Et pour les plantes, c'est encore plus vrai. Les physiologistes du végétal observent uniquement les réactions, les molécules,
à la limite les mouvements, etc., mais ne vont jamais faire d'hypothèses sur, enfin, sauf les neurobiologistes, sur les éventuelles expériences ou les des comportements qui seraient associés à des concepts plus animaux ou humains liés à donc à ce qu'ils observent, parce que ça fait appel à voilà une forme d'analogie et d'expérience qui est pas du tout spontanée quand on parle du monde végétal dans notre culture. Mais juste pour rebondir quand même, donc ça veut dire que selon vous, c'est dangereux de faire un raccourci entre ce qu'on peut observer, ce qui existe en termes de structure, molécules, etc., récepteurs, et ce qu'on présuppose du ressenti, entre guillemets, de la plante ou de ses choix de croissance, etc. Si on peut appeler choix, entre guillemets, toujours. Je dis pas que c'est dangereux, je dis que c'est ce que les behavioristes considèrent comme étant dangereux, enfin ou non souhaitable, etc. Et donc ils disent, si vous voulez, on peut pas démontrer, comme je disais, ce que serait une expérience subjective chez l'animal. Donc on va faire l'hypothèse que on doit expliquer le fonctionnement de l'animal sans faire appel à quelques références subjectives, que ce soit. Ça veut pas dire à la base qu'il y en a pas, ça veut juste dire que c'est pas un concept qui est scientifiquement observable et donc qui devrait être pertinent si on veut faire de l'éthologie en tant que science. Mais le problème, c'est qu'à partir de cette hypothèse relativement raisonnable, certains réductionnistes ont tendance à conclure que puisque chez l'animal, en tout cas, il n'y avait pas de subjectivité attestable scientifiquement ou qu'on pouvait s'en passer pour décrire ce qui se passait chez l'animal, eh bien alors nécessairement, c'est qu'il n'y en avait pas. Ce qui est deux choses différentes. Dire, je préfère ne pas méthodologiquement invoquer ces notions-là parce que en fait elles sont trop floues du point de vue scientifique parce que c'est des concepts philosophiques. Et puis dire il y en a pas. Du coup, c'est deux choses différentes, quoi. Ben, j'allais dire pour la question de base sur l'intelligence des plantes, en fait là c'est un concept qui est extrêmement chargé et qui a une connotation anthropomorphique très forte. Et donc par rapport à tout ce que j'ai dit, bah évidemment ça cristallise encore plus les tensions. En plus même là le problème c'est que même du point de vue de la philosophie, on ne sait pas trop et de la psychologie ce que c'est l'intelligence. Il y a plein de définitions possibles différentes. Comme la conscience aussi. Pardon? Comme la conscience aussi, on sait pas. Voilà, exactement. Comme la conscience. Et encore, peut-être la conscience a été davantage étudiée par les philosophes, donc il y a quand même des typologies de la conscience, voilà, en neurosciences, en psychologie, en philosophie, même dans une tradition assez longue. L'intelligence, c'est un concept plus souple, on va dire, qu'on utilise aussi davantage dans la vie quotidienne, etc., qui a des connotations plus vagues. Ça veut pas dire qu'il n'est pas pertinent. Ça veut juste dire que il est plus chargé, comme je disais, quoi, et qu'il est plus complexe à étudier, et donc à appliquer aussi au niveau des végétaux, et que ça crée de la controverse. Alors, ça veut pas dire que c'est pas possible, parce qu'il y a aussi des conceptions biologiques de ce que c'est l'intelligence, donc qui se rattachent au paradigme évolutionniste de la biologie, et donc ils vont réinterpréter en fait des réactions qui seraient intelligentes ou pas par rapport à la fitness des organismes, donc leur valeur adaptative, la manière dont ils arrivent à résoudre des problèmes de leur environnement pour survivre ou se reproduire. Et donc, quelque part, ça ce serait faire preuve d'intelligence dans ce schéma biologique. Et donc, à ce moment-là, ça peut s'appliquer au monde végétal aussi. Mais c'est une conception qui est bien spécifique, une définition bien cadrée de ce que serait l'intelligence dans les sciences biologiques. Et quand on emploie le mot intelligence dans la vie quotidienne, c'est évidemment pas à ça qu'on pense directement, mais plutôt à ce qui fait appel à la raison, la manipulation du langage, la représentation mentale, enfin des choses qui sont plutôt typiquement humaines ou à la limite animales. Et donc là, c'est plus compliqué. Mais voilà, comme je disais, en fait, on parle d'intelligence maintenant, mais ces débats, ils ont toujours existé. On parlait avant de ce que l'âme des plantes leur rendait capable de faire ou pas. Donc, je pense que ça crée de l'inconfort parce que ça nous oblige à remettre en question nos propres limites conceptuelles, où s'arrêtent un peu nos cadres de pensée et nos savoirs.
Ça veut pas dire que parce qu'on pose la question de si les plantes sont intelligentes, ça va balayer d'un revers de la main tout ce qu'on pensait savoir de l'intelligence et voilà, et nous amener à la conclusion que oui, les plantes sont intelligentes, mais ça a le mérite au moins de rendre explicite les cadres de pensée et où on met les limites et pourquoi. Donc ça, je pense que c'est quand même une vertu intéressante au niveau épistémologique, parce que trop souvent, en fait, j'ai quand même l'impression que voilà, dans la communauté scientifique, on va pas aller interroger les fondements ou éventuellement les remettre en question si c'est nécessaire après ces interrogations. On va plutôt travailler avec ce qu'on on considère comme présupposé comme étant acquis, et puis aller voir dans le détail de ce qu'on ne connaît pas, mais on va pas forcément aller remettre vraiment en perspective les fondements et s'interroger dessus. Alors ça ne veut pas dire, comme j'ai dit, qu'il faut balayer ces fondements, mais il faut être capable d'avoir une réflexion explicite sur les fondements méthodologiques et les définitions, etc., sur lesquels on se repose. Pour resituer un peu, donc on a la neurobiologie végétale qui avance qu'une plante est intelligente, dotée d'une conscience, enfin qui essaye de montrer, qui utilise les termes qui sont propres aux animaux pour les plantes. Et donc il y a eu toute une controverse déjà juste sur le nom de la discipline, sur la neurobiologie végétale, mais on a aussi eu une grosse controverse sur le mot intelligence. Et du coup, on avait deux parties, donc ceux de la neurobiologie végétale qui utilisaient ce terme et d'autres physiologistes des plantes qui étaient contre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai pu étudier ça dans le cadre de ma thèse. Et en fait, ceux qui étaient contre et qui ont sorti énormément de papiers dessus en disant que ce n'était pas possible de dire le mot intelligence pour une plante, ont finalement accepté ce terme quand ils l'ont défini comme étant la capacité de recevoir et de traiter l'information de l'environnement. Ils ont dit si on considère que l'intelligence est définie comme ça, tous les organismes sont quasiment dotés d'intelligence. Et en fait, un des arguments qui les a fait trancher, c'est le fait qu'on utilisait le terme intelligence artificielle. Ce que je trouve super intéressant au final, parce que cette perception, elle est quand même, enfin, c'est fort, je trouve. Oui, bien sûr. En fait, effectivement, il y a tout ce débat-là. Après, le problème, c'est que quand on va vers le compromis, trop de compromis tue un peu la précision du terme. Et donc, moi, j'ai un problème avec la définition de l'intelligence qui consiste à dire que c'est simplement la capacité à traiter de l'information ou à résoudre des problèmes. On trouve parfois l'une ou l'autre dans la littérature. Parce que finalement, ça veut dire qu'il n'y a plus de distinction entre la sensibilité ou la perception et l'intelligence. C'est-à-dire que la capacité à traiter de l'information, c'est ce qu'on fait déjà rien qu'avec la perception, et la capacité à résoudre des problèmes. En fait, c'est tellement vague que tout ce qui vit, en fait, est de facto intelligent et résout des problèmes tout le temps. Sinon, il survivrait pas. Et donc, moi, ce que je préconise plutôt, c'est évidemment d'essayer d'aller vers des compromis, etc., quand c'est possible, mais de pouvoir garder la spécificité quand même des concepts. Et donc, OK, une plante peut être intelligente, mais alors ça veut dire que elle doit pas être intelligente tout le temps, à tout moment, comme un animal. C'est à travers certaines actions qui sont particulièrement complexes, par exemple, qu'on va dire qu'il est intelligent. Et donc, ça veut dire que si on veut une définition de l'intelligence végétale qui soit opératoire, qui a un intérêt et qui permette de discriminer entre différents types de situations, il faut que cette définition de l'intelligence, elle soit suffisamment précise pour pas s'appliquer à tout le temps. Et c'est possible. Enfin, voilà, c'est des choses, des définitions comme celle-là qui ont été proposées, dont je discute dans certains de mes travaux, et qui, je pense, du coup, ont quand même l'avantage de garder la précision et la spécificité de ce dont on parle. Et justement, en fait, juste qu'on est sur les termes de définition, souvent quand on définit un être vivant comme intelligent, ça nous amène naturellement, comme on a pu l'évoquer, l'existence d'une conscience. Et est-ce que pour vous, qu'est-ce que la conscience, et en particulier vis-à-vis des plantes? Est-ce qu'on peut parler de conscience végétale? Bon, alors là, c'est, comme vous l'avez compris, une question encore plus complexe, parce que la conscience, ça fait vraiment appel à l'expérience intérieure, à la subjectivité. Donc, en gros,
même la conscience humaine, on sait pas très bien ce que c'est, en fait, finalement. C'est une question métaphysique, quoi, littéralement. C'est-à-dire que même si, en neurologie, vous avez parfois, du point de vue scientifique, des, c'est un petit exemple pour mettre en perspective les choses. Pourquoi c'est métaphysique? Donc même si vous avez des neurologues qui vous disent parfois, ben en fait, je peux vous montrer comment fonctionne la conscience grâce à l'imagerie médicale, et vous voyez un cerveau qui s'allume, et donc ça c'est une personne qui est en état de veille, et ça c'est donc consciente, et c'est un cerveau d'une personne qui est dans le coma, et donc je peux vous montrer ce que c'est la conscience ou pas. Et donc ça donnerait l'impression que la conscience c'est un concept scientifique, parce que je peux le démontrer et l'observer. En fait, vous observez pas la conscience, vous observez des parties du cerveau qui sont allumées ou qui sont éteintes. La conscience, c'est un concept qui est intrinsèquement subjectif, c'est-à-dire c'est ce que vous ressentez en termes d'expérience. Alors, je ne nie pas que, évidemment, ce que vous ressentez, par exemple, si vous avez froid ou sommeil, ou vous souffrez, ce soit corrélé à votre cerveau et à votre système nerveux, qui est nécessaire pour que vous ressentiez ça. Mais c'est pas suffisant. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'expérience subjective vécue que vous pouvez pas retranscrire sur l'imagerie cérébrale, et que vous pouvez éventuellement difficilement retranscrire à travers la littérature si vous êtes un grand auteur et que vous pouvez essayer de donner accès à ce que vous ressentez, mais en fait ça vous donnera jamais qu'une description. La conscience est pas de l'ordre de la description, c'est de l'ordre du vécu. C'est de l'ordre du vécu intérieur, et donc c'est en ce sens que c'est un concept métaphysique. Parce que vous n'y avez jamais directement accès. Alors, ceci étant dit, donc on comprend bien que c'est un concept métaphysique et pas scientifique, même si les sciences peuvent évidemment étudier des manifestations de la conscience. Ce sont deux choses différentes. Et les philosophes peuvent étudier éventuellement les difficultés métaphysiques que ça pose. Il y a plusieurs typologies de la conscience. Une d'entre elles consiste à distinguer historiquement déjà entre la conscience qui est spontanée et puis la conscience qui est réflexive. La conscience spontanée, c'est le fait d'être conscient par rapport au fait d'être inconscient, quelque part. Donc, tout organisme est spontanément conscient de son environnement, s'il n'est pas endormi, par exemple. Mais en fait, ça, c'est une définition extrêmement générale de la conscience. Ça veut dire que, en fait, il y a perception. C'est-à-dire que ce à quoi l'organisme est sensible, finalement, il est capable d'y réagir de façon cohérente, quoi. La conscience réflexive, là, c'est plus compliqué parce que ça fait appel à, en général, des états mentaux ou la représentation mentale. C'est-à-dire que vous êtes capable d'être conscient de ce que vous ressentez, pas juste de réagir à ce que vous ressentez, comme c'est le cas dans la conscience spontanée, mais aussi d'avoir une image mentale de ce que vous avez ressenti dans le passé, ou de ce que vous anticipez dans le futur, ou de ce que vous êtes en train de ressentir maintenant. Donc typiquement, les humains sont capables de faire ça si vous verbalisez, par exemple grâce au langage, toutes sortes de choses de cet ordre. Mais pour les animaux, là, c'est déjà beaucoup plus difficile de savoir s'ils ont cette conscience réflexive ou pas. Alors on leur fait passer le test du miroir et des choses comme ça pour voir s'ils ont conscience d'eux-mêmes. Mais pouvoir reconnaître quelque chose sur son propre corps, c'est pas exactement la même chose non plus que d'avoir une conscience réflexive de soi en tant que soi. Comme Descartes, quand il médite sur le cogito. Donc, là, voilà, c'est extrêmement difficile de pouvoir s'en sortir. Et puis, quand on se demande est-ce que les plantes auraient de la conscience, a priori, conscience spontanée, oui, puisque tout ce qui vit, de nouveau, a une forme de conscience spontanée et qu'on peut anesthésier les plantes. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que pendant longtemps, on a considéré que les plantes étaient tout simplement insensibles. Qu'elles poussaient, qu'elles réagissaient pas, qu'elles étaient purement passives, qu'elles réagissaient pas à leur environnement. À ce moment-là, ça veut dire qu'on n'avait même pas de raison de postuler qu'elles avaient une conscience spontanée. Elles étaient considérées comme purement insensibles et inertes, quoi, quelque part. C'est une espèce de manifestation physique minérale un peu plus complexe, mais voilà, ça s'arrêterait là. Un peu comme finalement des machines. Mais le fait qu'on puisse mettre en évidence qu'une plante a des alternances entre l'état de veille et l'état de sommeil, à travers les rythmes circadiens, ou ce qu'on appelle la nyctinastie, c'est-à-dire le mouvement des feuilles,
qui sont différents pendant la nuit. Et puis aussi qu'on peut expérimentalement altérer en fait leur réaction grâce à des anesthésiants. Ça démontre quand même qu'il y a une différence entre leur état entre guillemets de veille et de sommeil ou de conscience ou d'inconscience, de sensibilité, d'insensibilité. Donc en ce sens, il y a bien une conscience spontanée des végétaux comme a priori de tous les organismes qui sont vivants. Enfin, organismes vivants, c'est un pléonasme, mais tous les organismes. Par contre, la question de la conscience réflexive, bah là, comme je dis, elle est même problématique quand on parle des animaux. Donc, a priori, on n'a pas de raison de penser que sans système nerveux, sans cerveau, il puisse y avoir des représentations mentales, des émotions et voilà, d'autres états mentaux complexes comme ça chez les végétaux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais on le sait pas et on n'a pas de raison de le penser, on va dire. Et pour la douleur, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire, on ne sait pas dans quelle mesure il y a une corrélation en termes d'émotion, de ressenti à un stimulus négatif chez une plante. Par contre, ce qu'on sait, c'est que chez les animaux, c'est corrélé au système nerveux, au cerveau. Comme il n'y en a pas chez les végétaux, ben on fait l'hypothèse raisonnable qu'il ne devrait pas y avoir de ressenti similaire. Mais en fait, de nouveau, c'est une pure hypothèse. Certains neurobiologistes font l'hypothèse qu'il y a bien de la douleur chez les plantes. Bon, ça, c'est un autre débat. Et alors, pour ce qui est de la conscience de soi, ben, soit elle est réflexive. En général, c'est ça qu'on retient au niveau de la philosophie. C'est le plus haut, on va dire, niveau de complexité de la conscience, c'est-à-dire la capacité à s'envisager soi-même comme sujet en train de penser, par exemple, de faire des choses, voilà, de se représenter soi-même. A priori, une plante, comme je viens de le dire, elle n'a pas la représentation mentale, etc. Donc, elle va pas se représenter elle-même en train de faire des choses ou imiter ses propres réactions de façon consciente, etc. Néanmoins, elle a quand même une conscience de son corps. Donc, c'est pas une conscience de soi en tant que sujet, mais c'est une conscience, entre guillemets, de son corps propre à travers la proprioception. Donc, il y a quand même une intégration de l'information qui fait qu'une plante est capable de garder l'équilibre, d'orienter sa croissance, de se rendre compte dans quel état sont les différentes parties de son corps. Quand je dis se rendre compte, c'est pas se rendre compte intellectuellement, c'est plus d'adapter son comportement en fonction de. Et donc, à ce niveau-là, il y a une forme de conscience de soi, en tout cas de conscience corporelle élémentaire. Super intéressant. Déjà, parce qu'on voit quand même qu'à travers un terme conscience, moi, en tant que biologiste, je vais pas plus loin que ça. Et en fait, il y a quand même plusieurs types de conscience, comme vous le décrivez. Et c'est vraiment hyper intéressant toute la réflexion qu'il y a à chaque fois derrière juste un terme. Et du coup, donc la proprioception, on peut dire que c'est une des façons de ressentir les choses. Donc c'est pas ressentir son environnement, c'est ressentir soi-même. Donc le terme sensibilité, est-ce qu'il évoque finalement la même controverse ou pas qu'on peut avoir avec la conscience ou l'intelligence des plantes? En fait, à deux niveaux. Il y a un niveau où c'est pas problématique parce que tout le monde est d'accord dans la communauté scientifique aujourd'hui de reconnaître que les plantes sont sensibles à des stimuli. Donc ça, on est d'accord de voir qu'il y a des réactions observables à certaines choses, la lumière, la gravité, etc. Donc en ce sens, les plantes sont sensibles comme n'importe quel organisme est sensible. Le problème, c'est de nouveau au niveau du corrélat de cette sensibilité. Est-ce que cette sensibilité est de l'ordre de la perception? C'est-à-dire, est-ce que la plante, quand elle réagit à des stimulations, elle perçoit au niveau d'une forme d'expérience ce qui se passe autour d'elle? Ou est-ce qu'elle ressent? Est-ce qu'elle perçoit ou est-ce qu'elle ressent les choses? Et là, ça fait appel justement aux formes de représentation et donc aux formes de conscience qu'on est prêt à accepter chez le monde végétal. Donc, je disais, là, on tombe sur les problèmes métaphysiques qui sont liés à la représentation, à la conscience, etc. Oui, donc même derrière le terme sensibilité, il y a soit la perception et on s'arrête là, c'est ça? Soit même pas, parce que déjà la perception, c'est une organisation du sensible à travers une forme d'esprit, élémentaire, quoi. Pour certains, la perception fait déjà appel à la représentation. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, un détecteur de métaux, il est sensible, mais il perçoit rien. Donc, un détecteur de métaux, il est sensible à la présence du métal et il va réagir, il va sonner.
Mais par contre, il n'a pas une perception du métal. Il se représente rien. Enfin, ça lui évoque rien. C'est une machine. Donc, il n'y a pas d'expérience, en fait. Donc, toute la question est de savoir est-ce qu'une plante est de l'ordre, comme pour certains, de la machine, comme le détecteur de métaux. Est-ce qu'elle fait que détecter des choses et s'allumer, sonner, envoyer des molécules en réaction? Ou est-ce que elle est de façon plus générale, comme on postulerait, hein, comme est-ce que l'ensemble du vivant, y compris les végétaux comme les animaux, sont capables de, au-delà de leur sensibilité à des stimulations physiques, aussi percevoir, ressentir certaines choses. Et c'est là que la question est la plus difficile, en fait, enfin, est difficile à trancher. Donc, et ça, c'est vraiment une question de nouveau, c'est une question de métaphysique du rapport qu'on a au vivant et aux valeurs. Est-ce on postule qu'il doit avoir une frontière essentielle avec entre le monde animal et le monde végétal, comme on l'a fait pendant très longtemps dans notre tradition, et ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres traditions de pensée. Et donc, est-ce on a raison, comme la plupart des gens le font, de dire, ben en fait, ce qui a un cerveau s'aperçoit, et ce qui en a pas s'aperçoit pas. C'est questionnable parce qu'en fait, même la notion de cerveau, elle est elle-même pas nette du niveau biologique. Parce qu'il y a des proto-systèmes nerveux qui ressemblent, voilà, des systèmes nerveux mais qui en sont pas vraiment, et des systèmes nerveux mais qui sont pas centraux. Il y a je sais pas, des cerveaux qui en sont pas vraiment, enfin je sais plus comment on appelle ça, des bulbes rachidiens, des machins, enfin voilà, des ganglions nerveux, des trucs. Donc en fait, de nouveau, où est-ce que vous placez la limite? C'est ça la question. Que ce soit en termes de structure et puis en termes de corrélat philosophique ou expérientiel, sensibilité liée à la perception ou la conscience, etc. Et donc, comme je disais, ça fait appel à nos représentations du vivant. Est-ce qu'on est prêt à dire que tout ce qui vit, même une bactérie, quelque part, a une expérience de son monde? Ou est-ce qu'on réserve ça à certains animaux, voire uniquement aux humains? Et si oui, quels animaux? Pourquoi ceux-là et pas les autres? Ben, c'est très compliqué. Et puis ça dépend aussi vachement de la culture. Oui. Parce que par exemple, les Japonais, ils ont aucun souci à dire qu'une plante est intelligente, à s'en inspirer pour des travaux. Enfin, il y a ici beaucoup cette perception culturelle qui influe sur l'utilisation des termes ou pas. Oui, il y a la perception culturelle et en plus la perception culturelle au niveau épistémologique est pas forcément cohérente avec la perception, enfin les conséquences éthiques. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître que certains animaux supérieurs sont sensibles, perçoivent, ont une vie intérieure, ça ne nous empêche pas de les élever dans l'élevage industriel et de les manger. Ça n'empêche pas, d'après ce que je sais, certaines traditions japonaises de manger des poissons vivants et des choses comme ça. Donc en fait, il y a aussi un problème au niveau de la cohérence entre la reconnaissance, on va dire scientifique ou épistémique, même au niveau philosophique de ce que ça implique. Et puis l'attitude qu'on peut avoir par rapport à ça, ou enfin qui est pas toujours cohérente ou assumée. On peut l'assumer. On peut très bien dire, ben moi je reconnais que je sais pas, tous les humains sont sensibles, mais j'assume tout à fait le fait d'être cannibale parce que je m'en fous de manger d'autres humains qui sont sensibles, etc. Mais en fait souvent c'est pas le cas. Il n'y a pas forcément de cohérence. En tant que philosophe, qu'avez-vous envie d'apporter à l'émulation à laquelle nous assistons sur les plantes? Et sur quel sujet portent vos recherches en ce moment? Je pense que j'ai déjà un peu répondu à ces questions. Et ce que je trouve intéressant dans cette controverse sur le comportement des plantes et du végétal en général, c'est de refaire le lien avec l'histoire des sciences et de la philosophie, et plus spécifiquement la place des végétaux dans notre histoire des sciences et notre histoire de la philosophie, parce que ça a été très peu étudié. C'est-à-dire que c'est une histoire humaine, enfin, forcément, avant tout. C'est l'histoire de la civilisation, des concepts, la réflexion humaine. Et puis l'histoire des sciences, c'est plutôt quand même la physique, voilà, la mécanique. Évidemment, il y a une histoire des sciences du vivant, mais même dans l'histoire des sciences du vivant, en fait, les végétaux, la botanique, etc., sont assez mineurs, quoi. Donc ça, c'est intéressant aussi de faire le lien parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui ont déjà été pensées, mais qui étaient très peu audibles, qui ont peu percolé, qui ont peu diffusé, etc., parce que le cadre général de pensée n'était pas propice, par exemple, ou parce que ça avait
on considérait que ça avait peu d'intérêt par rapport aux exigences de la science de l'époque. Donc ça, c'est un des aspects. Mais je pense aussi qu'il faut pouvoir être tourné vers le présent et le futur en étudiant justement l'éthique de l'environnement et puis l'éthique du vivant et plus spécifiquement s'interroger sur ce que serait une éthique du végétal. Parce que toutes ces découvertes peuvent pas être simplement par les découvertes en termes de communication, de sensibilité, de mémoire, etc., d'apprentissage des plantes, et puis aussi toutes les découvertes de l'écologie, indépendamment de ce que une plante ressentirait ou pas. En fait, son rôle dans l'environnement, lui, il est certain. Ça, c'est pas sujet à des hypothèses. On le sait que ça a énormément de conséquences, d'implications, la façon dont les plantes agissent dans nos environnements. Et donc, pour toutes ces raisons, c'est essentiel d'avoir une réflexion aussi éthique. Et si possible, que cette réflexion éthique soit connectée avec ce que les sciences nous apprennent et puis cohérente avec les positions épistémologiques qu'on défend, comme je le disais. Donc voilà, en gros, sur quoi j'essaie de travailler pour le moment. Et alors, quelle est la découverte sur les plantes qui vous a le plus surprise ou que vous avez le plus aimé? Il y en a plein, donc je sais pas trop, en fait. Et il y a plein d'expériences qui sont incroyables, enfin, extrêmement importantes pour l'histoire de la biologie végétale, mais qui sont pas forcément liées aux comportements qui sont sensationnels. Par exemple, les expériences que Priestley a mis en place pour mettre en évidence la photosynthèse, c'est un truc révolutionnaire, la découverte de la photosynthèse chez les plantes. Parce que ça permet de comprendre un métabolisme, une forme de métabolisme qui est fondamentalement différente de ce qui se passe chez les animaux, quoi. Et ça, c'est vraiment fondateur. Bon, après, il n'y a pas que lui. Il y avait déjà des expériences de Jean-Baptiste Van Helmont qui a mis en évidence qu'en fait, une plante se nourrit pas de terre, mais qu'elle absorbe autre chose pour constituer son corps. Alors lui, je pense, il pensait que c'était l'eau, et donc il faut attendre après, justement, avec les avancées sur de Priestley, pour se rendre compte qu'en fait c'est le gaz carbonique qui a aussi puisé l'oxygène dans l'air directement. En fait, c'est des expériences qui sont extrêmement importantes du point de vue de l'histoire des sciences pour comprendre la biologie végétale. Mais après, c'est pas non plus ce qui est le plus spectaculaire pour comprendre le fonctionnement le comportement d'une plante. Ce qui est, je pense, très intéressant, c'est le fait qu'on a mis en évidence à ce niveau-là, dans un truc sensationnaliste, les apprentissages, les différents types d'apprentissage des plantes. Donc, comme je disais, celui par association, il est plutôt contesté parce que c'est dur de reproduire les expériences, etc. pour le moment, mais en tout cas, de 2016 et son équipe. Mais par contre, celui sur l'accoutumance, l'habituation des sensitives, lui, il est pas contesté parce qu'au niveau moléculaire, il y a plein de phénomènes d'habituation qu'on peut étudier dans la physiologie végétale par rapport à des expositions au froid ou à des pathogènes qui vont permettre de déclencher ensuite plus rapidement, efficacement une réaction et de la garder en mémoire. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est qu'avec les sensitives, on peut les entraîner pour observer leurs réactions par des mouvements. C'est-à-dire qu'elles ferment leurs feuilles quand elles sont, ou elles les gardent ouvertes justement quand elles ont été entraînées à ne plus les fermer suite à des chocs répétés. Et donc ça, c'est intéressant. Oui, c'est celui de Monica Gagliano. Voilà. Oui. Et donc là, on peut appliquer plus facilement les méthodes de l'éthologie l'animal parce que, comme on le disait tout à l'heure, la grande différence comportementale entre l'animal et le végétal, c'est que le végétal, a priori, est fixe et pas mobile à une échelle de perception qui est la même que celle de l'animal ou la nôtre. Mais en fait, la sensitive, c'est un peu l'exception qui confirme la règle parce qu'elle ferme ses feuilles en une seconde. Et donc, on peut observer directement son mouvement. C'est une réaction rapide. On ne doit pas aller voir, déduire plutôt au niveau moléculaire ce qui se passe. On peut le voir directement comme on fera avec un animal qu'on observe dans une cage. Et donc ça, c'est intéressant, c'est assez sensationnel dans un sens. Oui, il y a beaucoup d'études qui sont faites dessus parce que justement, on voit les mouvements rapides à notre échelle. D'accord, c'est passionnant. Écoutez, on arrive au terme de cet épisode passionnant, je le disais. Avec vous, Quentin Yarnaud, et merci encore d'avoir accepté de participer à cet épisode. On a maintenant de nombreuses questions qui ont été éclaircies par la réflexion philosophique et qui nous amènent également d'autres pistes de réflexion sur notre relation aux plantes. Alors merci encore. On espère que vous avez
passé un bon moment. On vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. En attendant, Restez pas plantés là.